Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, monsieur Samary. Merci beaucoup d'être sur le plateau pour la dernière fois de Bonsoir le Gard. Mais on est ravis de vous avoir avec nous ce soir sur notre plateau. À mes côtés, Coralie Mollaret pour vous interroger et elle va d'ailleurs vous poser la première question. Bonsoir, monsieur Loga. Bonsoir, madame Mollaret. Alors, vous êtes l'un des préfets qui êtes resté le plus longtemps en poste dans le Gard. Je crois que vous nous l'avez dit la dernière fois qu'il faut remonter à la Libération avec Paul Chaumeil. Quel souvenir vous allez garder de ces 5 ans passés dans notre magnifique département ? Ah oui, je trouve qu'il est magnifique, donc ça je ne vais pas contester. Un souvenir, des souvenirs, il y en a trop. 5 ans c'est long quand même, hein. Surtout, enfin pour un préfet c'est une période longue, surtout dans les temps modernes, les temps actuels, hein. Je n'ai pas connu Paul Chaumeil puisqu'il est parti, je crois, plus ou moins l'année de ma naissance, hein. Donc effectivement c'est très ancien. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est très rare d'avoir la chance de rester 5 ans. 5 ans au même endroit, donc des souvenirs, j'en ai plein. Je pense qu'on va les égrener ensemble. Mais oui, bon, c'est bien ça. De quoi vous êtes le plus fier, en tout cas, dans ces 5 ans ? Vous savez, par nature, je suis quelqu'un d'assez humble, donc j'ai moins tendance à valoriser ce que je fais qu'à voir tout ce que j'ai pas fait. Donc, mais j'aime pas en plus le jeu, parce que le travail d'un préfet, c'est un travail collectif. Qu'est-ce que vous avez manqué, ou est-ce que vous avez un peu des regrets quand même ? Regret, le mot est au-dessous de la réalité. On est quand même dans une période, depuis le début de l'année, sur les quartiers nîmois, où on a eu une succession de morts. Il y a une guerre de la drogue qui a lieu dans ces quartiers. J'y suis allé encore un peu symboliquement pour y voir des amis qui donnent des cours de taekwondo ce week-end. Et puis à cette occasion, une dame m'a abordé en disant « Monsieur le préfet, mais c'est bien, vous venez, mais vous voulez montrer qu'il y a des choses positives dans les quartiers, et c'est vrai, mais il y a aussi une vie quotidienne. Moi, j'ai peur tous les jours. Je sais qu'il y a cette réalité. Vous le vivez comme un échec ? Oui, forcément. Si je vous disais que je considère que c'est normal, ça voudrait dire que je pense que j'ai rien compris à mon travail. Je veux dire, c'est pas le préfet tout seul ni son équipe qui peut améliorer la situation, mais le préfet est responsable notamment des forces de sécurité intérieure. Le ministre l'a rappelé encore le ministre de l'Intérieur lorsqu'il est venu lundi. Donc forcément, cet échec, c'est aussi le mien, malheureusement. On va parler peut-être de votre bilan ces 5 dernières années. La rédaction a choisi plusieurs sujets d'actualité, notamment quand vous êtes arrivé en 2015-2016. Le département a été marqué par la radicalisation, beaucoup de départs en Syrie. Aujourd'hui, on en est où ? Le département reste marqué par la radicalisation. C'est plus des départs en Syrie, puisqu'évidemment, ce mouvement-là, c'est largement tari pour des raisons tenant à la situation là-bas. Mais pour autant, le niveau de radicalisation du département, sur lequel nous travaillons beaucoup, j'ai encore présidé hier ce qu'on appelle le groupe d'évaluation départementale. Sous l'autorité du préfet et du procureur, on examine les cas de personnes qui sont présumées être radicalisées. Certaines, d'ailleurs, sont considérées comme ne l'étant pas. D'autres sont, au contraire, classées dans un fichier des personnes qui sont suspectées de sympathie avec le terrorisme. C'est dire que... Le Gard reste un vivier, de départ. Oui, c'est un des départements français les plus marqués par la radicalisation, j'ajoute malheureusement. En 2017, vous avez eu droit à une longue grève des pompiers sur l'avenue Feuchères, juste... en dessous de vos fenêtres, finalement, des pompiers qui sont essentiels dans notre département, en particulier face aux différents risques. On pense bien évidemment aux inondations et aux incendies. Est-ce que c'est compliqué, quand on est là depuis 1 an, de faire face à une grève aussi longue ? Forcément, après, bien sûr, ça reste plutôt... Vous savez, dans la vie, on retient les souvenirs, on retient toujours l'aspect positif. Donc, 1 an plus tard, les pompiers sont venus, en quelque sorte, marquer l'anniversaire de cette action. Avec une paella géante. Avec une paella géante, et ils ont édité un petit écusson concernant le CSP, Centre de secours principal Feuchères, qui n'existe pas, ou qui a existé de façon éphémère, si on peut dire, et ils m'en ont remis une. Donc bon, ça veut dire que quelque part... ils peuvent pas vous en vouloir, parce que je crois qu'à l'époque, vous leur avez fourni l'électricité. Oui, on a eu des relations de voisinage effectivement très riches. Très cordiales aussi, oui. L'année 2010. J'aime les pompiers, c'est normal qu'un préfet apprécie les sapeurs-pompiers. Ils sont effectivement au service de la population, vous l'avez dit. C'est d'ailleurs pas pour rien que c'est, je crois, le métier qui est le plus apprécié par nos concitoyens. Mais juste 1 mois de grève, c'est quand même pas anodin. Non, vous étiez dans la Drôme avant, je ne sais pas si ça s'est passé. Mais non, c'est très rare. Vous avez raison, c'est tout à fait rare. Bon, il y avait un grand mécontentement. Je crois que le département, à l'époque, a su répondre, parce que les revendications portaient surtout sur le département. Le paradoxe, ils ont été avenue Feuchères parce qu'il y avait l'emplacement et la visibilité, mais en réalité, leurs revendications portaient surtout sur
pour des choses qui intéressaient le conseil départemental. Bon, une situation qui n'est pas totalement réglée, monsieur le préfet, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des discussions sur les modalités du coût de rémunération avec les différentes communes, etc. C'est un sujet, vous allez partir, qui n'est pas totalement réglé encore. Oh non, il n'est même pas du tout réglé. Enfin, il est réglé techniquement, mais il n'est pas réglé. Vous avez vu comme moi les réactions de beaucoup de maires qui sont mécontents. Il reste à faire. Il faudrait idéalement avoir une sorte de conférence d'assises départementales pour savoir ce que les Gardois et leurs élus sont prêts à payer pour les pompiers et qui le paye. Voilà, parce que c'est les exigences de ce service des sapeurs-pompiers. On a quand même connu dans les 2 dernières années, on en parlera peut-être tout à l'heure, un incendie terrible à Générac et ensuite, là, au mois de septembre dernier, des crues avec 2 morts. Hein. Bon, dans ce cas-là, personne ne trouve qu'ils ont trop de moyens. Mais effectivement, ces moyens ont un coût, ça c'est vrai. Et ce coût est de plus en plus élevé. Et donc, il faut arriver à avoir un accord qui, pour le moment, effectivement, est en partie remis en cause sur le montant de ce coût et sur qui paye quoi. Voilà, c'est pas tranché, vous avez raison. L'année 2017, elle a été aussi marquée par l'inauguration de la base de sécurité civile. Le 10 mars 2017, précisément, le Premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve, avec le ministre de l'Intérieur, était venu dans notre département. C'était aussi l'heure du transfert de Marignane vers Nîmes-Garons. C'est aussi quelque chose d'intéressant pour le département du Gard d'avoir cet équipement, d'avoir ces hommes qui sont là, aussi parce qu'on est un département à risque. Ah oui, incontestablement. C'est une chance d'ailleurs pour les 2 parties. Pour le département du Gard, évidemment. Vous avez dit pourquoi, hein, ça me paraît évident. Et même pour les pilotes et les personnels qui travaillent sur la base. Il y a aussi la base hélicoptère qui était là depuis plus longtemps. Hein. On a tous les moyens de la sécurité civile, tous les moyens aériens de la sécurité civile qui sont là. Parce qu'il y a beaucoup de villes souhaiteraient les avoir. Hein. Donc c'est une chance. Bien entendu, ils ne couvrent pas en priorité le département du Gard. Ils ont une compétence sur l'ensemble de la France et même ils ont des missions hors de nos frontières. Mais c'est vrai que voilà, ils sont sur place. Et justement sur l'incendie de Générac, par exemple, le fait qu'ils soient sur place a facilité les choses. Donc non, c'est incontestablement une chance. Et aussi pour l'avenir, il y a ce projet. Moi, j'espère qu'un jour on arrivera à faire de Nîmes sur cette base qui existe. Hein, il y a la place, il y a tous les éléments pour en faire une place importante pour la sécurité civile, pas seulement au plan administratif. Oui, bien sûr. Vous y croyez? C'est ce que Franck Proust porte aujourd'hui, le président. Mais je le sais, j'en ai parlé avec lui. Nous avons échangé sur ce sujet. Je crois que c'est un dossier qui a de l'avenir. Le président de la République l'a souhaité, souvenez-vous, hein, en décembre 2019, quand il était venu sur la même base, il l'avait souhaité. Il y a une opportunité à saisir pour être une base de niveau européen, mais ça c'est l'aspect administratif, mais autour pour que des industries travaillant sur la sécurité civile s'implantent ici. Je crois que c'est effectivement une vraie opportunité. Un mot peut-être sur le nombre de morts sur les routes gardoises, parce qu'il a été très élevé les premières années de votre mandat, j'avais envie de dire, de préfet. Où en est-on? Et on se rappelle que ces dernières années, vous aviez qualifié les comportements irresponsables des conducteurs notamment. Oui, et c'est une cause, vous savez, je suis pas gardois, je vais le devenir d'adoption, puisque j'ai une maison ici, désormais à Nîmes, mais effectivement, je suis quand même né au-dessus de la Loire, donc je suis un homme de passion, comme beaucoup de gens ici, donc parfois je mets de la passion, de la conviction, et peut-être même parfois de la passion dans ce que je dis. La sécurité routière fait partie de ces sujets sur lesquels j'ai tendance à être très convaincu, voire très passionné. Donc je vais peut-être utiliser des termes forts, mais ils sont à la hauteur de l'enjeu. Il y avait effectivement trop de morts sur nos routes. Là, on sort d'une année historiquement basse. Hein, il est évident, bien sûr, la crise sanitaire et le confinement nous ont énormément aidés. Après, il ne faut jamais relâcher la garde. On voit depuis le début de l'année 2021, avec toujours cette crise sanitaire, malheureusement, qu'on a eu en une seule fois, là, au début de l'année, dans les premiers jours, 3 morts dans un seul accident. Donc effectivement, les choses sont jamais gagnées, mais il faut continuer parce que c'est une cause nationale. On peut pas. On dit un mot sur l'année 2018. Oui. On avance, on déroule le fil. C'est aussi cette feria des vendanges, où on a frôlé le drame avec cette voiture bélier en pleine nuit, des rumeurs d'attentats terroristes. À ce moment-là, vous avez déclaré, on l'a échappé belle. Est-ce que, pour la première fois dans l'exercice de votre fonction dans le Gard, vous avez eu peur ? J'ai pas eu le temps d'avoir peur parce que quand on m'a prévenu, effectivement, les événements avaient déjà eu lieu. L'événement avait déjà eu lieu, c'est-à-dire que, et là je veux rendre hommage au service de la ville de Nîmes, à l'effort fait par la ville de Nîmes, parce que à la fois la ville, avec l'acquisition de barrières de barrières béliers, de barrières qui empêchent ce type de collision, hein, qui bloquent net les véhicules, qui coûtent très cher ces barrières. Hein. La ville a fait un investissement important pour la sécurité de ses habitants, et d'autre part, j'ai rencontré la personne
personne qui a décidé de mettre la barrière là où effectivement a eu lieu la collision, et où il y avait beaucoup de monde. Vous avez vu les images comme moi, je pense. Il y aurait pu avoir, sans cette barrière, de très nombreuses victimes. Donc si j'avais été là, oui, j'aurais eu peur. Quand on m'a prévenu, l'événement avait déjà eu lieu, on a pu constater l'efficacité du dispositif. Je répète, il y a eu un très gros effort, on s'était rendu compte après l'attentat de Nice, à l'occasion du festival déjà, du festival de rock, il y a eu un très gros effort de sécurité en faveur des Nîmois mené par la ville, et je tiens à leur rendre hommage. Un mot peut-être sur la crise des Gilets jaunes. Comment vous l'avez vécu? Parce que c'est vrai que c'était des rassemblements un peu sporadiques dans les quatre coins du Gard. Comment vous l'avez vécu à titre personnel? Je pense que je l'ai vécu comme beaucoup de monde, même si j'étais effectivement préfet, dans une période d'extrême perturbation. Je vous rappelle qu'au début, dans les 2 premiers mois, on a été un des départements en France dans lequel il y avait le plus de manifestants. On avait entre 3 et 5 000 manifestants, on avait une trentaine de points de barrage. La ville d'Alès... Je rappelle du barrage de Dions, notamment. Le barrage de Dions, mais aussi Alès, qui a été paralysé pendant plusieurs semaines, quasiment. Donc effectivement, je l'ai vécu mal, parce qu'on a dû évidemment être très mobilisés. Je voyais bien, vous savez, le préfet, il est saisi par tous ceux qui se plaignent, mais aussi notamment par les chefs d'entreprise, qui voient leurs entreprises bloquées, qui voient les problèmes qui se posent. Je l'ai aussi vécu en essayant d'être le plus efficace possible. C'était la crise la plus difficile à gérer pour vous ? Dans un sens, oui, parce que effectivement, la difficulté qu'il y avait, et qu'il y a encore, parce que les Gilets jaunes existent encore, évidemment, c'est qu'il est très difficile de discuter avec eux, car c'est une agrégation de personnes qui ont des revendications individuelles, et donc, si vous voulez, on a l'habitude de discuter avec des collectifs, des gens, quel que soit le groupe qui le représente, qui sont organisés. Ça n'est pas leur cas, donc ça rend les choses très compliquées. Bien sûr, ma tendance, c'est toujours d'aller à la discussion, même et surtout si elle est difficile d'ailleurs, mais seulement quand vous avez en face de vous 10 voix différentes qui vous disent 10 choses différentes, vous ne savez plus où donner de la tête. Et c'est ça qui se passait concrètement. On parle de l'année 2019 à présent avec la grogne des maires. C'est ce qu'on a retenu contre votre projet d'encadrement des fêtes votives. On a entendu ici ou là qu'à un moment donné, le préfet était contre nos traditions. Comment vous avez géré ce sujet avec les différents maires ? Je ne sais pas si je l'ai géré. Peut-être que cette image vous êtes arrivé à l'encadrer. Reste collée à ma peau, j'en sais rien. En tout état de cause, je répète une fois de plus, alors que je vais quitter mes fonctions, que je ne suis absolument pas anti-fêtes votives. J'apprécie les fêtes votives. J'ai été sur beaucoup d'entre elles. J'aime les courses camarguaises, la brivade. Enfin, il n'y a aucune restriction de ma part. Je ne sais pas pourquoi on a voulu me caricaturer comme ça. En revanche, j'ai dit, et je pensais, et je pense toujours, mais évidemment, aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, tout ça est dépassé. Mais que, quand même, quand je suis arrivé, il y avait plus de 1000 jours de fêtes votives par an. On aime bien faire la fête. La question que je pose, c'est est-ce que c'est raisonnable ? Je rappelle qu'une année compte 365 jours. Ça veut donc dire qu'on en a en moyenne plus de 3 jours de fêtes votives par jour. Enfin, 3 fêtes votives par jour. Oui, mais il y a des fêtes en même temps, voilà. Oui, bien sûr, je sais bien, mais ça veut dire... Ça fait marcher l'économie. C'est peut-être un peu beaucoup, et si c'était une chose qui s'auto-régulait, on dirait c'est un vieux râleur ou tout ce qu'on veut, on a le droit de me critiquer, bien entendu. Mais il se trouve que malheureusement, dans beaucoup de cas, ça se termine avec des événements qui amènent les forces de police et de gendarmerie à intervenir. Et ça, en tant que préfet, ça m'ennuie. En parlant des fêtes votives et notamment de la corrida, il y a aussi des anti-corrida. Ça a été très compliqué de gérer ces manifestants. Oui, d'autant plus que j'ai dit, ça m'a été reproché, on m'avait dit de dire que quand j'arrivais ici, en réponse à vos confrères journalistes, que à la corrida, il y a un taureau, comment ça se passe ? Je préférais dire la vérité, j'étais amateur de corrida, comme d'autres, Et donc évidemment, pour les anti-corrida, c'était un élément supplémentaire qui m'a valu beaucoup d'impopularité. Écoutez, pour moi qui sont anti-corrida ou anti quoi que ce soit, ce sont des citoyens respectables, et la seule préoccupation que j'ai, c'est quand il y a des opérations d'ordre public, et il y en a eu, comme vous le savez, de maintien de l'ordre public, c'est d'éviter qu'il y ait des gens blessés, que ce soit du côté des policiers ou des manifestants. On se rappelle notamment de Rodilhan. Oui, bien sûr, je sais, Rodilhan, c'était avant mon arrivée, j'ai eu la chance, je touche du bois pendant que j'étais préfet ici, que ça ne se reproduise pas, mais non, pour vous répondre, chaque fois qu'il y a eu des actions anti-corrida, j'ai veillé à garder un équilibre, quels que soient mes goûts personnels, c'était pas du tout la question, c'était une question de technique, de maintien de l'ordre, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de gens blessés, ni du côté des policiers, ni du côté des manifestants. L'année 2019, elle est marquée aussi par une année de sécheresse exceptionnelle et la mort, bien évidemment, de Franck Chénaud, le pilote de tracker décédé en intervention du côté de Générac, un moment très difficile pour la base de sécurité civile de Nîmes. On se souvient bien évidemment de la cérémonie en présence du ministre de l'Intérieur.
Cet été-là, c'était un été très particulier dans le Gard. Bien évidemment, il y a eu ce mort, mais il y a eu aussi des conditions climatiques hors normes. On se rappelle d'un record de plus de 43 degrés dans le département. 46 degrés à l'ombre. 46, oui, pardon. À Galargues, c'est le record national qui est toujours en vigueur. Oui, ça a été une année très difficile, c'est vrai. C'est la mort de Franck Chénaud. Je connais sa famille maintenant, sa veuve, ses enfants, est un véritable drame, c'est évident. On a été tous extrêmement secoués par ce qui s'est passé. Un mot également, plus anecdotique peut-être, sur les attaques contre les troupeaux du sud de Nîmes par un loup solitaire des Costières. Ça a fait l'actu même au niveau national, cette affaire. Comment ça s'est réglé ? Écoutez, j'ai reçu ce matin les agriculteurs de la FNSEA qui voulaient venir me remercier. Il y avait la présidente des éleveurs qui était là et que j'avais rencontrée à l'époque. Ça s'est passé, vous le savez, parce qu'on est arrivé à abattre ce loup dans des conditions qui sont conformes à la loi. Je sais qu'il y a des défenseurs du loup, mais on peut quand même abattre ce nombre de loups. Il y a un quota qui est fixé, donc on a eu... Il faut le dire franchement, pour ceux qui souhaitaient comme moi qu'on l'abatte, on a eu la chance de l'abattre très vite, alors que quand j'étais préfet de la Drôme, où c'était un problème récurrent, il y avait énormément de loups. En 2 ans et demi, on est arrivé à en abattre un seul après des efforts considérables. Là, en quelques jours, effectivement, ce loup a été abattu, on a eu quand même de la chance. On passe à l'année 2020, avec bien sûr la crise sanitaire. Alors vous n'aviez jamais vécu, vous non plus, de période de confinement. Comment, en tant que préfet, et toujours aussi à titre personnel, vous avez vécu ces rues désertes ? J'ai vécu cette période avec... D'abord, vous savez, on n'était pas trop en proie des étapes parce qu'on était tellement sollicités, parce que j'entendais avec, je vous le dis, avec un petit clin d'œil, avec envie, tous les reportages où je voyais les gens dire « Ouais, moi je m'ennuie chez moi, ou alors j'en profite pour faire du bricolage ou du jardinage. » Moi j'aurais bien aimé, je veux dire, je comprends qu'ils en aient... Moi c'était l'inverse, j'étais submergé de travail, alors je savais que je travaillais, et c'est ce qui vous aide dans ce cas-là, pour un intérêt public, pour la cause publique. Et voilà, sans se prendre pour le Messie, je crois que ce qu'on faisait était utile. Maintenant, ça a été une période très difficile. Physiquement, on est sorti de là. Vous avez maigri, vous avez perdu du poids? Non, malheureusement pas. Il y a des gens, vous savez, avec le stress, ils maigrissent, d'autres ils grossissent. Donc j'ai pas maigri. Donc après le reste, devinez ce qui s'est passé si j'ai pas maigri. Non, mais effectivement, ça a été une période très 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 compliquée à vivre. Après, j'ai eu le plaisir et l'honneur hier de décorer 2 professeurs et un médecin du CHU. J'ai décoré la secrétaire générale du CHU aussi. Je serai amené à décorer sans doute, il me l'a demandé en tout cas, Nicolas Best, le directeur général du CHU. Moi, j'ai une immense humilité par rapport à eux. Tout le travail qu'on a fait, c'est jamais qu'un travail administratif. Eux, ils étaient en première ligne sur le front à toutes les minutes. Un petit mot rapide, parce que donc, vous êtes préfet du Gard, vous avez été aussi dans la Drôme, vous connaissez aussi bien la région PACA. Quel est votre sentiment, et là le plus honnête possible, quand vous êtes arrivé, que vous avez vu notamment la guerre entre le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, et le président de Nîmes Métropole de l'époque, Yvan Lachaud, quand vous avez côtoyé le maire Max Roustan, quand vous avez côtoyé aussi le président du conseil départemental, Denis Boide, avec lequel vous êtes empaillé sur plusieurs sujets, on pense notamment au collège de Remoulins, au barrage de Sainte-Cécile d'Andorge, il y en a beaucoup. À Nîmes et Nîmes Métropole, on peut parler des délégations de compétences qui vont vous causer certainement bien du souci. Quel regard vous portez sur tout ce personnel politique ? Plutôt un regard de grande sympathie. Je crois que... Non, franchement... Vous voulez des places pour les corridas, vous, non ? Non, pas du tout. Non, d'abord, parce que pour moi, la vie du Gardoise ne se résume pas à Nîmes et à l'Est. Il y a beaucoup d'autres villes dans ce département, et certaines beaucoup plus petites, qui m'ont pris au moins autant de temps que les grandes villes. Ça, c'est un premier élément de réponse. Après, écoutez, je pense, et d'une certaine façon j'espère que tout le monde n'a pas apprécié ce que j'ai fait, parce que si vous avez que des amis, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a sans doute des gens qui n'ont pas aimé ce que j'ai fait, j'en suis désolé. Mais est-ce que le personnel politique est différent dans le Gard ou c'est le même qu'ailleurs ? C'est pas le personnel politique, les Gardois sont différents. On m'a demandé, comme à tous les préfets, de faire ce qu'on appelle un rapport d'étonnement en arrivant ici. C'est-à-dire, quand vous arrivez dans un poste, au bout de quelques mois, de faire un petit rapport au ministère pour dire qu'est-ce que vous avez retenu, vos premières impressions, en quelque sorte. Donc je l'avais fait, évidemment, il y a 5 ans. Et là, M. Darmanin, quand il est arrivé, il a dit, écoutez, vous recommencez, vous êtes là depuis longtemps, mais vous recommencez. Et moi, j'ai commencé en disant, Monsieur le ministre, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, quand on arrive dans le Gard et qu'on est préfet, on apprend le premier jour le sens du mot reboussier. Voilà, donc c'est, je crois, le résumé, même si j'ai commencé par ça, même si c'est anecdotique, c'est le résumé. Les Gardois ont un fort caractère, il faut le respecter, il faut essayer de les convaincre, il faut essayer de ne pas trop céder, parce que sinon, effectivement, la discussion est rapidement close. Vous aviez le bon tempérament, parce que vous n'êtes pas frontal non plus.
j'essaie de faire avancer les choses. C'est ce qui m'intéresse. J'ai des convictions, donc si on va trop loin, effectivement, ça m'arrive de me fâcher, mais c'est pas ma nature. J'essaie plutôt de trouver un accord, même quand c'est compliqué. Et pour terminer, cette année 2021 marque donc votre départ du Gard, en tout cas dans votre fonction de préfet, puisqu'on a compris effectivement que vous alliez rester à titre personnel dans notre département. On parle de vous pour rejoindre la Cour des comptes à Paris. C'est fait ou pas ? Ah non, c'est pas fait, c'est très bien engagé. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé lui-même avant-hier, donc je peux en parler maintenant. Bon, il faut que ça passe en Conseil des ministres. Il y a des démarches préalables pour intégrer la Cour des comptes. Il faut notamment être reçu par le Premier président, Pierre Moscovici, ce que j'ai fait. Donc effectivement, normalement, tous les feux sont ouverts. Je devrais être nommé dans les semaines qui viennent. Je sais donc pas magistrat. Voilà, après avoir apporté l'uniforme de préfet, je vais porter la robe de magistrat. Et un dernier mot, qu'est-ce que vous allez dire à à la nouvelle préfète qui va remplacer Marie-Françoise Lecaillon. On va apprendre à connaître son nom et son prénom. On a du mal. Qu'est-ce que vous allez lui écrire comme mot ? Mais je l'ai eu au téléphone, c'est déjà fait, et après, vous savez... les préfets, c'est un peu à la carte, c'est-à-dire qu'habituellement, on ne voit pas ses prédécesseurs, et a priori, il n'est pas prévu que nous nous voyions. Si elle le souhaite me voir, moi je serais très heureux de la voir, bien entendu. Je lui souhaite vraiment pleine réussite, et j'ai aucune inquiétude, vu ses qualités, vu son curriculum vitae, sur sa réussite. Mais non, je ne vais pas lui laisser de mots, parce que ça serait déplacé, ça serait considéré qu'elle a besoin quelque part que je la tutore. Elle a tout autant d'expérience que moi, et je ne doute pas qu'elle réussira. Merci beaucoup, Didier Loga.